Bonjour à tous. On passe du RMI au RSA en discutant avec des allocataires du RMI. Ce qui se passe dans les années, pour moi, dans les années 2005-2006, et en regardant ce qu'ils ont à dire. Alors on dit d'abord, qu'est-ce que vous souhaitez? Et tous, de manière bizarre, disent du travail et de l'argent. Alors deuxième étape, on a dit du travail. Mais est-ce que vous vous êtes inscrit, à l'époque ça s'appelait l'ANPE, à l'ANPE? Je suis allé à l'ANPE, ils m'ont dit que c'était vraiment pas la peine et que ce serait vraiment mieux que je vienne pas. Non mais c'est la réalité, j'y reviendrai sur ce qui s'est passé quelques années. Ensuite, comment ça se passe à la caisse d'allocation familiale? Donc on les suit, on va dans une caisse d'allocation familiale, on passe une journée à regarder ce qui se passe. La plupart des demandes, c'est je viens avec mon truc parce qu'on m'a fait payer des indus. On n'a pas parlé du mot indu tout à l'heure. Les indus. Les indus, c'est le RMI étant, Bertrand a dit certaines des caractéristiques, il a oublié la trimestrialisation. Donc j'ai mon RMI calculé sur un trimestre, je reprends un peu de boulot après, on recalcule rétroactivement, ah vous avez du boulot, et le trimestre d'après, vous nous devez 500 €. Un truc monstrueux, quoi. Imaginez, nous qui avons des revenus plus élevés, si on doit rendre un tiers de notre revenu du mois d'avant, on est dans la merde. Deuxième chose. Troisième chose, on parlait de l'intéressement. Donc l'intéressement, mis en place surtout, je crois, 10 ans après, en 98. Donc intéressement, c'est un truc logique. Au fur et à mesure qu'on va augmenter le nombre d'allocataires du RMI, que la proportion d'entre eux qui avaient travaillé avant, voudraient travailler après, pourraient travailler est élevée. On ne peut pas les maintenir dans une situation où travail à mi-temps 500 €, RMI 500 €, un peu, et donc ça ne marche pas. Et pensez à toutes les dames de cantine qui travaillent un tiers de temps pour rien. Donc on met en place l'intéressement en disant pendant quelques mois vous garderez une grande partie de votre RMI, quelques mois après une petite partie, quelques mois plus rien. Alors là aussi, tous les gens nous racontent j'ai eu du mal à retrouver du boulot, j'ai réussi à retrouver du boulot, je m'en suis à peu près sorti. Pour tenir le boulot, j'ai dû acheter une bagnole, mettre de l'essence dedans, quand vous voyez de quoi je parle, etc. Et puis 6 mois après, je m'accrochais au boulot, mon revenu baisse, et je tiens encore 6 mois et mon revenu baisse encore. Mais c'est un truc de dingue. Donc effectivement, les sujets, c'est intéressement permanent et lien avec service public de l'emploi, au-delà de différentes choses. Donc, on en vient, on va chercher les archives, et dans les archives, on tombe sur quelqu'un dont personne n'a parlé là, qui est Roger Godinot. Godinot, il était là, il était avec vous en 88. Et alors Godinot, il raconte, il dit, mais ce truc-là, moi je l'avais vu, Rocard l'avait vu, ce problème-là, et donc on disait qu'il fallait créer l'allocation compensatrice de revenus. C'est-à-dire pas le truc différentiel, mais la chose où chaque fois que vous gagnez 10 € de plus, on réduit votre allocation de 5 €, comme ça vous en avez 5 € qui restent dans la poche. Et lui raconte en disant, Rocard était convaincu, il va essayer de l'expliquer à Mitterrand, il part sur un truc, l'impôt négatif, le machin, le truc, Mitterrand lui dit, j'y étais pas, mais c'est ce que raconte Roger Godinot, Mitterrand lui dit, écoute, moi j'ai besoin de ma loi le 1er décembre 88, donc tu te démerdes, tes subtilités, j'en veux pas. Et le sujet restera fermé pendant 20 ans. Et le sujet restera fermé pendant 20 ans. Et donc, confronté à une situation dans laquelle on a un nombre d'allocataires d'RMI extrêmement élevé, la plupart d'entre eux, en tout cas demandeurs de pouvoir travailler, moi je viens d'une culture Emmaüs où la question d'inemployabilité n'existe pas. Il y a des types qui ont passé 20 ans à la rue. Alors effectivement, avec un système dans lequel on ne paye pas les impôts, pour lequel le SMIC n'est pas respecté, 36 dérogations, mais ils vivent et ils ont leur fierté et ils ont leur utilité d'une partie d'activité et d'un revenu qui est à peu près l'équivalent du SMIC quand on prend le logement qu'on leur offre, etc. etc. Donc, donc moi je venais de cette culture-là, c'est-à-dire de la culture de, a priori, personne n'est inemployable, mais dans un pays dans lequel on a réussi pendant toutes ces années, et je pense que c'est une des raisons de ce chômage élevé, à supprimer les emplois à faible productivité, à s'en débarrasser. Moi, je dirige un établissement de 100 000 personnes. Quand je regarde la structure des emplois aujourd'hui, et quand je regarde la première fois que j'ai travaillé dedans, il y a 25 ans, il n'y a plus d'emplois de catégorie C. Et pourtant, je suis un service public. Alors, vous imaginez dans les entreprises. Donc, on a enlevé les emplois à faible productivité. Et avec l'effet SMIC, il y a une loi, je ne suis pas économiste, moi, mais il y a une loi économique qui fait qu'on ne paye pas quelqu'un au-dessus qu'on ne paye pas quelqu'un au-dessus de sa productivité. S'il rapporte 1 000 € à l'employeur, on ne va pas le payer 1 200 €.
Donc il y a un problème de travailleurs pauvres qui émerge, et quand on regarde la caractéristique de ces travailleurs pauvres, il y en a un tiers qui travaille à plein temps mais qui n'arrive pas à s'en sortir avec les charges de famille, un tiers qui sont à mi-temps subi, parce que ce qui s'est passé pendant cette période, c'est aussi la mesure funeste de 1992 qui abaisse les charges sociales sur les emplois à temps partiel et qui fait exploser le temps partiel subi, parce que quand vous avez un supermarché, vous prenez 2 caissières à mi-temps, ça vous coûte moins cher qu'une caissière à plein temps. Et donc tout le monde s'engouffre dedans et on voit l'explosion du temps partiel subi qui fait l'explosion des allocataires du RMI. Voilà. Donc moi, j'arrive confronté à ces sujets-là en disant comment est-ce qu'on peut essayer d'avancer là-dessus. D'où l'idée de reprendre encore une fois les travaux de Godino, de les mettre au goût du... Je vois Jean-Baptiste qui fronce le sourcil. Oui, je suis pas d'accord avec ton analyse de la baisse des... J'y étais. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas. Et donc, on reprend ces travaux-là, et puis on les met à peu près au goût du jour, avec une grande différence, c'est que si vous garantissez à quelqu'un qui reprend du boulot progressivement, dont les revenus du travail augmentent progressivement, qu'il ne va pas perdre de l'argent et donc il gardera X% de son RMI devenu RSA, et puis que au fur et à mesure, si son revenu réaugmente de 100 €, on lui en enlève 40, etc. On se trouve dans une situation dans laquelle il risque de gagner plus d'argent que celui qui n'est pas passé par le RMI et qui a le même boulot que lui, il ne peut pas gagner plus d'argent que lui. Et donc, il faut aller, pour lui, apporter un complément de revenu du même montant. Il existait la prime pour l'emploi, créée par Jospin et puis augmentée sous la pression de Pierre par les gouvernements d'après. Il y avait juste un problème dans la prime pour l'emploi, c'est que la prime dans l'emploi excluait les petits temps partiels. Avec l'idée, on ne va pas être incitatif au temps partiel. Donc d'un côté, on incitait au temps partiel sur les charges sociales, et de l'autre côté, on n'allait pas aider ceux qui avaient un petit temps partiel. Et donc c'est à ce moment-là qu'on se dit, on doit faire un seul dispositif qui concerne à la fois celles et ceux qui étaient au RMI, celles et ceux qui ont des salaires trop faibles. On met là-dedans la prime pour l'emploi, l'intéressement, etc., etc. Et on a quelque chose qui doit être des revenus progressifs grâce à des allocations qui sont légèrement dégressives. Et puis, il y a le sujet du service public de l'emploi, parce que quelqu'un dont Pôle emploi ne veut pas, une entreprise ne le veut pas. Avant, là aussi, on fait des expérimentations. Avant la loi du 1er décembre 2008, on fait des expérimentations dans quelques départements. Je citerai Jean-Louis Destan, Michel Dinet en Meurthe-et-Moselle, Louis de Broissia en Côte d'Or, quelques autres, qui me disent, oui, moi j'en ai marre de payer tant pour le RMI, je voudrais qu'ils bossent, aide-moi à convaincre les entreprises. Donc je vais voir des entreprises de ces départements en leur disant, quand même, vous êtes des salauds, vous embauchez pas de RMI, c'est ce que vous... Ah, pourquoi pas, on veut bien en embaucher, à condition que vous nous aidiez un peu sur l'accompagnement social pour pas qu'ils nous foutent le bordel, parce que ces gens-là, on ne sait pas ce qu'ils sont, etc., des choses comme ça. Puis je reviens avec un certain nombre d'engagements d'entreprises prêts à embaucher des allocataires du RMI. Je vais vers les services du département en disant, voilà, j'ai 70 entreprises, et que vous pouvez me sortir de votre fichier des gens qui auraient envie de travailler là. Ah non, ça on ne peut pas faire, parce que nos fichiers ne sont pas organisés en fonction de leur envie de travailler, donc 0 proposition. Je vais voir la NPE, et je leur dis, voilà, est-ce que vous pouvez me sortir les allocataires du RMI qui sont inscrits chez vous? Ah non, parce que nous on ne veut pas les inscrire, et puis par ailleurs on ne les met pas, c'est ça. Et donc je suis revenu voir les entreprises en disant, désolé, merci pour vos propositions, mais j'ai personne à vous mettre en face. Donc, on avait prévu l'obligation, pas simplement du demandeur, de l'allocataire du RMI de s'inscrire à Pôle emploi, mais de Pôle emploi de les inscrire. Et là, dans le gouvernement sarkozyste, je me suis trouvé à front renversé, je défendais cela. Ce qui avait été écrit dans une commission, la commission qui a inventé le RSA, était une commission dans laquelle il y avait tous les syndicats, les principales associations, le MEDEF, les associations de collectivités locales. Et je vais dire, au moment où on préparait la loi, je voudrais l'obligation, dans un contexte compliqué. C'était le contexte dans lequel on avait soumis les demandeurs d'emploi à l'obligation d'accepter 2 offres valables. Mais moi, j'étais peinard, parce que les nombres d'allocataires du RMI qui avaient 2 offres d'emploi valables, il n'y en avait pas beaucoup. Donc je savais qu'en leur mettant cette contrainte, je n'allais pas les martyriser. Et qui était contre? Le secrétaire d'État à l'emploi, Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez. Qui s'est battu jusqu'au dernier moment contre le fait que les allocataires du RSA soient obligés de s'inscrire à Pôle emploi. Pierre, tu t'en souviens? Pour une raison assez simple,
c'est qu'il m'a dit, moi, ma carrière, elle viendra de la courbe du chômage. Donc tu vas pas me faire augmenter ce truc-là, tu me déclares la guerre en faisant ça. Et donc j'ai eu tout Bercy contre l'obligation. Et en plus, eux qui avaient la tutelle à ce moment-là sur Pôle emploi, disaient, oulala, non seulement ça va modifier les chiffres du chômage, mais en plus il va falloir plus d'accompagnateurs, donc plus de sous, donc merde. Et ensuite, le truc diabolique qui s'est mis en place, c'est que les départements se sont dit, j'ai gagné l'arbitrage, donc il y a eu cette obligation, mais Pôle emploi a eu cette tutelle, c'est comme la circulaire tout à l'heure de non-application, de dire surtout vous ne le faites pas. Et donc Pôle emploi ne les a pas pris en charge, débordé par d'autres choses. On arrive au moment malencontreux de la crise de 2008 et le chômage qui augmente. Donc Pôle emploi ne le fait pas. Et un certain nombre de départements disent ben, maintenant que Pôle emploi est obligé de le faire, je réduis mes dépenses d'insertion. Et donc on le voit dans les chiffres, on le voit pendant cette période. On voit pendant cette période rien qui bouge du côté de Pôle emploi, les choses qui se dégradent du côté des départements et les allocataires du RSA qui se retrouvent gros gens comme devant. Au passage, ils sont ceux qui travaillent avec un revenu modeste, sont victimes du casse du siècle. Du casse du siècle. La non-indexation de la prime pour l'emploi pendant 7 ans consécutifs. 2 milliards d'euros piqués dans la poche des salariés modestes. C'est ceux qui sont en train de casser... Pardon, je ne défends pas du tout les gilets jaunes et les casses. Mais eux, une grande partie ont été victimes de ce casse. On a revolé 2 milliards d'euros, parce que ne pas indexer la prime pour l'emploi, c'est récupérer 400 millions d'euros chaque année, et personne ne le voit. Je le sais, parce que moi j'avais demandé au départ de ne pas l'indexer 2 ans, pour réintégrer tout l'argent, pour augmenter le RSA. Donc ils m'ont dit 1 an, ça va. Ensuite, ils n'ont jamais augmenté le RSA, mais en revanche, ils ont continué à désindexer la prime pour l'emploi, et on a repris de l'argent sur cette catégorie de revenus, qui sont les salariés modestes autour de... exactement ceux que vous citiez tout à l'heure. Et donc on a créé cette tension-là. Cette tension-là, on voit exactement d'où elle vient, on sait ce qu'il a créé. Un dernier mot là aussi pour faire le lien. On a essayé les uns et les autres avec différentes générations, différentes approches, mais à peu près le même souci, c'est comment on fait sortir les gens de la pauvreté. À s'intéresser à l'aspect revenus, ressources, et donc à passer pour un public qui va osciller, parce que quand on regarde pendant toute cette dynamique, il y a une partie des allocataires du RMI ou du RSA qui restent longtemps, mais il y a une majorité qui oscille entre les périodes où ils sont dedans, où ils sont etc., etc. Donc c'est un public accompagné. Les mettre dans un certain statut, c'est juste les tuer, puisque eux-mêmes, leur situation évolue. Donc on a essayé plus ou moins de s'intéresser à tout cela, d'améliorer les choses, etc. Mais en occultant une partie qui est une partie de leurs dépenses, d'où je reviens sur le sujet sur la gratuité. Moi, quand j'étais au commissaire, je recevais, comme j'imagine des maires, des députés, 25 courriers par jour, je pense que vous aussi vous les lisez, et ce qui me frappait, c'est les gens, beaucoup de gens, m'envoyaient un courrier avec, à gauche, leurs ressources, à droite, leurs dépenses. Voilà. Donc j'ai le minimum vieillesse avec 701, j'ai mon petit boulot plus ceci, etc. Et puis en dépenses, j'ai pour ma bagnole 300 € par mois, pour mon logement 380 € par mois, pour mon assurance 130 €, pour le chauffage, etc. Puis là, il ne me reste rien, qu'est-ce que je fais? Et sur tout ce volet dépenses, sur lesquels, quand on regarde, on s'aperçoit, et ça aussi c'est un calcul qu'on a fait, que les plus modestes payent plus cher que le reste de la population. Ils ont un téléphone à carte, chaque minute téléphoner coûte plus cher que quand on a un abonnement. Les polices d'assurance sont calculées pour les couples, les ménages moyens, et donc j'ai une pièce à assurer, je vais me prendre une assurance pour 3 pièces, etc., etc. Et on voit là aussi un différentiel qui est à peu près de 2 milliards d'euros, de surcoût et auquel on a essayé de répondre par des tarifs énergie. Mais je me souviendrai du rapport du médiateur de l'énergie d'il y a 2 ans, qui montrait qu'entre la contribution des ménages modestes à alimenter la contribution énergie et le retour qu'ils en avaient, ils étaient contributeurs nets et non pas bénéficiaires nets. Donc on a tout le volet recettes
sur lequel il y a un certain nombre de choses, mais tout le volet dépenses des salariés ou des personnes à revenus modestes, sur lequel nos différents dispositifs, et je suis contre la gratuité, parce que la gratuité, effectivement, comme ça a été dit, crée des effets de seuil monstrueux, et donc je préfère les tarifs progressifs, qui commencent très bas, etc., mais qui ne conduisent pas à ces débats qu'on a eus sur la gratuité des transports. On les a déjà expérimentés. Les allocataires du RMI qui disaient « je retrouve un boulot et je dois payer ma carte, mon passe Navigo ». Ce qui est un truc totalement délirant. Voilà, merci. Il y a un certain nombre donc, de départements, dont la Gironde, qui expérimentent le revenu universel. Pourquoi? Comment ça marche? Voilà. Et est-ce que c'est ça la bonne solution? Merci, bonjour à toutes et à tous. Peut-être avant de parler de l'expérimentation, nous n'expérimentons pas d'abord encore. L'ambition est de pouvoir expérimenter, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Peut-être quelques éléments un peu rapides qui vont brosser le panorama, mais que vous avez assez longuement évoqué, sur pourquoi s'intéresser tout d'un coup au revenu de base. Je tiens à cette expression à défaut d'autre chose dans l'immédiat, ce qui n'est pas forcément le revenu universel. Plusieurs éléments de constat. Un, la réalité de la pauvreté dans ce pays qui s'est plutôt aggravée, en tout cas en valeur absolue, depuis un certain nombre d'années, et avec notamment un taux de pauvreté qui est supérieur pour les jeunes de moins de 25 ans, de 18 à 25 ans en particulier. Deuxièmement, le constat du taux de non-recours dans nos départements. Nous sommes à plus de 30% de taux de non-recours. Ce qui d'ailleurs nous a amené à faire quelque chose d'un peu gonflé que quelques départements veulent reproduire, c'est une campagne pour le RSA. On a fait une campagne de communication pour essayer d'expliquer ce qu'était le RSA et surtout qu'il était un droit et qu'il fallait le solliciter. Et puis le problème de ce contrôle a posteriori, ce qu'évoquait Martin Hirsch à l'instant, est la question des indus, qui est effectivement un vrai sujet, une vraie préoccupation, qui accentue la précarité, la pauvreté d'un certain nombre de nos concitoyens qui sont déjà en difficulté au départ. Donc le sujet globalement de l'accès au droit et de la capacité à ne pas se trouver à le rembourser lorsqu'on l'a reçu. Autre élément de constat, il n'y a quasiment plus de parcours linéaire en matière de parcours professionnel, mais plutôt des fractures, des cassures dans le parcours professionnel et cette logique d'ubérisation du travail aujourd'hui qui induit quand même des formes de précarité professionnelle qui nous paraissent préoccupantes. La question ensuite de l'évolution du monde, on a évoqué tout à l'heure les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, l'automatisation. Certes, il y aura des emplois créés, mais les emplois qui seront créés pour des ingénieurs qui concevront la machine ne seront pas forcément le même emploi que pour celui de la caissière qui est remplacée par la machine. Donc il y a la question de la mise à niveau, de la montée en compétences, de la formation, bref, de l'adaptation d'un certain nombre de classes professionnelles qui nécessitent sans doute d'être accompagnées et qui posent question en tout cas sur la rapidité des phénomènes aujourd'hui. Le sujet des travailleurs pauvres, vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui est un vrai sujet dans ce pays et qui en plus fait que certains travailleurs pauvres qui pourraient solliciter le RSA ne le sollicitent pas en raison de la stigmatisation lié au fait d'être bénéficiaire du RSA. Et donc ils disent « je préfère ne pas demander parce que je ne veux pas être quelqu'un qui sollicite le RSA ». Il y a ensuite ce que nous ont restitué nos travailleurs sociaux sur, ça n'a pas été évoqué, mais c'est évidemment plutôt un président de département qui peut en parler, sur l'antinomie, le paradoxe entre être d'un côté le bon samaritain qui apporte l'allocation sociale, et ensuite le vilain gendarme qui vient contrôler si cette allocation était justifiée dans le versement. Et donc nos travailleurs sociaux nous restituent la difficulté dans cette sorte de schizophrénie professionnelle et l'envie pour eux d'être plutôt dans l'accompagnement positif, qui est donc le vrai accompagnement social, plutôt que cette logique de contrôle a posteriori. Ensuite, il y a eu ces expérimentations internationales qui se sont réalisées dans un certain nombre de pays qui ont attiré mon attention en me disant « mais finalement, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas regarder une expérimentation dans ce pays ?» Et puis nous nous sommes trouvés à un certain moment avec le rapport Sirug, le rapport Percheron, un certain nombre de rapports qui finalement m'ont amené, et je le dis à la première personne puisque vous évoquiez les 18 départements, mais en fait tout est parti de la Gironde au départ.
Et avec cette envie de se dire pourquoi ne pas expérimenter. Et quand vous me posez la question, est-ce que ça marche ? Moi, je suis très très clair dans ma démarche. Je n'ai pas de dogme et je n'ai pas de certitude. Mais c'est précisément pour ça qu'il m'intéresse d'expérimenter le revenu de base, comme avait été expérimenté le RSA en son temps, et avec quand même, je vais y revenir, une logique d'évaluation avant la généralisation, si elle est utile et si elle est pertinente. Donc notre souci fondamental au départ dans la Gironde et aujourd'hui avec l'ensemble des départements, c'est bien de se préoccuper d'améliorer la solidarité, qui est notre chef de fila, confirmé par la loi NOTRe, et de voir comment nous pouvons lutter contre la grande pauvreté, mais aussi contre les situations de précarité que rencontrent les travailleurs pauvres. Donc, quelques points fondamentaux, et je vais vous expliquer très rapidement après la volonté d'expérimentation et comment elle peut se traduire, mais en tout cas, quelques mots-clés un peu fondamentaux dans l'approche. 1, le sujet de l'accès au droit, que j'évoquais à l'instant, qui génère derrière l'automaticité du versement. 2, une volonté d'émancipation des personnes que nous accompagnons, ce qui met de côté le sujet de la contrepartie. Donc, inconditionnalité liée au droit à l'insertion. 3e élément important, pas d'universalité, en tout cas pas dans le sens où ce serait versé absolument à tout le monde, je le prends dans ce sens-là, et donc une logique de dégressivité. Et Martin Hirsch vient de le dire à l'instant, qu'est-ce que cette dégressivité, comment elle s'opère pour qu'elle ne soit pas non plus désincitative, et plutôt incitative à ne pas accéder à l'emploi, parce qu'à certains moments, effectivement, l'accès à l'emploi pose problème ensuite sur la perte de revenus. L'évaluation, elle est fondamentale, et pour nous, s'il y a expérimentation sur un temps donné, il doit y avoir évaluation à l'issue, et ensuite capacité à en tirer les enseignements. Et puis, nous étions attachés à une démarche qui a été validée par l'ensemble de mes collègues des autres départements, celle aussi d'une démarche participative et notamment citoyenne. Et je vais y revenir dans quelques secondes. Donc, au départ, lancement en 2016, donc ça fait déjà 2 ans et demi que nous sommes sur ce sujet en Gironde, envie de travailler à cette expérimentation. Premier travail avec la Fondation Jean Jaurès, l'IPP et le CEPREMAP. Nous avons déjà à l'époque mis en place une participation citoyenne avec des groupes citoyens, avec un simulateur en ligne. Qu'est-ce que pour vous le revenu de base? Et surtout, mesurer que s'il y a dépenses, là aussi, il y a recettes en face. Et que donc il faudra bien aller trouver les recettes quelque part, et donc sur quoi pouvons-nous faire jouer les curseurs. Et puis on avait à l'époque quelques échanges avec Matignon, d'ailleurs Manuel Valls était venu en octobre 2016 en Gironde, et nous avions eu l'occasion d'évoquer ce sujet. Puis nous avons avancé avec une première phase un peu exploratoire, au cours de laquelle, d'abord au Congrès des départements de France, en octobre l'an dernier à Marseille, 6 départements ont levé le doigt pour être associés à la démarche. Puis nous avons encore avancé et nous sommes arrivés à 13 départements. Je vous passe les péripéties liées à la campagne présidentielle, aux confusions liées au revenu universel, etc. Donc tous ces mélanges-là et toutes les accusations de faire la campagne du Parti socialiste à l'époque. Bref, nous en sommes sortis. En tout cas, nous avons, continué la démarche et j'ai toujours dit que pour moi, c'était une démarche de fond que je souhaitais dans le cadre du département. Donc nous nous sommes retrouvés à 13 départements. Nous avons travaillé plus avant avec l'IPP, l'Institut des politiques publiques, sur les modélisations économiques et nous avons à nouveau entraîné une participation citoyenne avec 15 000 réponses à un questionnaire en ligne. Aujourd'hui, donc, nous représentons 18 départements, c'est-à-dire plus de 12 millions d'habitants dans ce pays qui sont intéressés pour tester ce revenu de base, qui réclame en tout cas le droit de l'expérimenter, avec 3 fondamentaux: un revenu de base qui soit audacieux socialement, soutenable financièrement et crédible scientifiquement. C'est la raison pour laquelle nous avons travaillé avec des partenaires qui pouvaient nous aider. J'ai toujours dit, nous ne sommes pas assez intelligents pour modéliser ce revenu de base, donc nous demandons à des scientifiques de nous aider là-dessus. Ce qui est intéressant dans le contexte actuel, c'est que, sans le vouloir, ou peut-être parce que nous avons
3 jours après l'annonce du plan pauvreté, écrit à 18 une tribune dans le journal Le Monde. Nous arrivons à la présentation du plan pauvreté tout près d'ici au Musée de l'Homme par le président Macron sur l'annonce d'un revenu universel d'activité. Et donc, quelque part, nous trouvons extrêmement intéressant qu'à l'agenda social du président de la République soit désormais inscrit quelque chose qui n'est pas forcément la démarche que nous portons, je vais y revenir à l'instant, mais qui en tout cas ressemble à cette volonté de créer une forme de revenu commun à tous, ou en tout cas au plus grand nombre, en tout cas à ceux qui en ont besoin. Par contre, 3 points de débat. D'abord, la question de l'inconditionnalité. Nous avons envisagé dans notre expérimentation 2 hypothèses. La fusion du RSA et de la prime d'activité d'un côté, la fusion du RSA, de la prime d'activité et des allocations logement de l'autre. Comme il y a pour nous inconditionnalité, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème à conditionner ce qui est aujourd'hui une allocation logement fondue dans un revenu de base. Ce qui nous pose question dans l'approche du président de la République et du revenu universel d'activité, c'est de considérer qu'il y a conditionnalité, 2 emplois raisonnables proposés, mais conditionnalité qui porte à la fois sur les allocations logement et, de ce que j'ai compris des déclarations de Sophie Cluzel, conditionnalité de l'allocation adulte handicapé. Donc conditionnalité à la fois d'une allocation liée au toit et d'une autre allocation liée à la nature de la personne, c'est-à-dire sa situation de handicap. Donc comment peut-on, au bout de 2 emplois jugés raisonnables, estimer qu'une personne handicapée aurait dû prendre un de ces 2 emplois et que dans ce cas, le revenu universel d'activité lui est supprimé, alors qu'est incorporé a priori dedans cette allocation adulte handicapé, mais je n'ai pas encore tout à fait les contours de ce revenu universel d'activité, donc ce ne sont que des extrapolations en termes de réflexion. Deuxième sujet, l'intégration des 18-24 ans. Ils ne font pas partie aujourd'hui de l'hypothèse revenu universel d'activité. Ils font partie de notre hypothèse statuée par les 18 départements au niveau du revenu de base. Troisième point, la question du risque de perdant avec une fusion RSA-APL à budget constant, et c'est un rapport de France Stratégie notamment sur l'allocation sociale unique qui le restitue, il y aurait un pourcentage de perdants important et nous ne voudrions pas, nous, en tout cas, nous voudrions limiter au maximum le nombre de perdants si par cas il devrait y en avoir. Donc, pour nous, il est important d'expérimenter avant de déployer ce type de nouvelles prestations sociales. Et nous sommes, nous aussi, dans une logique sur la question du parcours des personnes. L'incitation à l'emploi, bien sûr, la réduction de la pauvreté, mais aussi toutes les mesures d'accompagnement social complémentaires sur l'accès à la santé, au logement, à l'éducation, à la formation. Et puis sur la question, encore une fois, de l'émancipation. Ce que nous essayons d'apporter dans le cadre de cette réflexion, c'est bien cette approche aussi autour de l'émancipation. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Nous en sommes au stade où nous avons déposé une proposition de loi assez récemment, le 17 octobre, auprès des groupes parlementaires socialistes de l'Assemblée nationale et du Sénat. J'ai donc rencontré à l'époque Valérie Rabault et Patrick Kanner pour, avec mes collègues, donc remettre cette proposition de loi. Le débat aujourd'hui s'annonce à l'Assemblée nationale, il était prévu pour mi-janvier, mais pour diverses raisons, il est repoussé au 31 janvier 2019, donc il sera présenté en débat à l'Assemblée nationale. Et je terminerai, en espérant avoir tenu le quart d'heure attendu, je terminerai juste sur un point aussi de fond que je souhaitais mettre en avant, c'est que d'abord, la question sociale me semble être revenue à l'ordre du jour, via le plan pauvreté et l'annonce du revenu universel d'activité, revenu à l'ordre du jour, et on peut en mesurer les différenciations et le grand écart via les mouvements que nous avons actuellement, et dont on peut aussi dire beaucoup de choses, mais en tout cas, pour une partie, elle est bien l'expression de la question sociale. Martin Hirsch vient de dire à l'instant, parler des questions de carburant. Moi je me permets ce propos qui est un peu à côté de ce que j'ai à dire aujourd'hui, mais malgré tout je vais le tenir. La question de la taxe sur le carburant accentue les fractures sociales et territoriales. Ce que coûte un plein pour un revenu à 1 200 €
et ce que coûte le même plein pour un revenu à 5 000 € n'a pas le même impact à la fin du mois. Et lorsqu'on vit en secteur rural, mon département est le plus grand de France, il est aussi extrêmement contrasté entre la métropole bordelaise, la moitié des habitants sur 7% du territoire, et le reste du département, la moitié des habitants sur 93% du territoire, dont des territoires extrêmement ruraux, avec de l'habitat très diffus et avec de grandes précarités et fragilités sociales. Encore une fois, ces habitants-là, en habitants très diffus, qui sont loin de la métropole, ont forcément besoin de voitures pour se déplacer, ce qui n'est pas le cas des métropolitains qui ont accès à une multiplicité de transports en commun. Donc, il faut bien être attentif à cette question sociale aujourd'hui, mesurer ce qu'elle représente particulièrement dans les territoires ruraux et notamment pour les personnes en précarité. Et je reste convaincu que l'innovation sociale peut venir des territoires, doit venir des territoires. Et que nous sommes en capacité, au regard de la connaissance que nous avons des fragilités du quotidien, des personnes que nous accompagnons, au regard de la capacité que nous avons à les écouter, à les faire participer, à les faire contribuer au débat sur la question sociale, nous avons, me semble-t-il, la capacité à incarner aussi l'innovation sociale dans ce pays. Encore faut-il qu'on nous en laisse les moyens. J'ai bien entendu plusieurs propos portés depuis tout à l'heure sur les départements. D'abord, tous les départements ne sont pas régressifs sur la question sociale. Tous les départements n'ont pas abandonné l'accompagnement social. Simplement, il faut leur laisser les moyens nécessaires pour y parvenir, ce qui aujourd'hui n'est quand même pas la tendance nationale. Donc nous voulons bien être contributeurs de cette réflexion autour de l'action sociale et de la question sociale. Nous pouvons, me semble-t-il, être contributeurs complémentaires de la réflexion sur le revenu universel d'activité avec une autre expérimentation d'une autre nature, mais qui mériterait autant, à mon avis, que le RUA d'être évalué. En tout cas, je suis convaincu et reste convaincu que nous pouvons être pleinement acteurs de l'innovation sociale pour demain. Merci à tous les deux. On va prendre, parce que de toute façon on a 10 minutes, un quart d'heure de retard. Chaque fois, on va prendre 10 minutes, un quart d'heure de questions-réponses avec eux. Moi j'ai une question. Vous allez expérimenter sur quel montant? Sur plusieurs, sur un seul? Alors la question était sur quel montant allons-nous expérimenter? En fait, déjà tout dépend du scénario. S'il y a fusion du RSA et de la prime activité seule d'un côté, ou s'il y a en plus les allocations logement, bien évidemment le montant n'est pas le même. Aujourd'hui, au regard des modélisations qui ont été envisagées, nous sommes d'un côté sur 450 €, sur l'autre, même plus, dans les 500 €. 550,93 €. Alors, voilà, 550,93 et l'autre, on était dans les... Voilà, 750, j'allais dire, 750 €. Alors, très clairement, la participation citoyenne, donc nos concitoyens sont venus dans l'hémicycle départemental présenter leur vision du revenu de base. Pour eux, le montant était plutôt aux alentours de 1 000 €. Bon, ce qu'on peut entendre aussi. La vraie difficulté après, c'est celle du financement. Ce que nous réclamons au travers de la proposition de loi, c'est un fonds d'expérimentation. Parce que, au regard de ce que coûte aujourd'hui le RSA et des moyens des départements, nous ne pourrons pas déployer l'expérimentation complémentaire. Donc il faudra bien que s'il y a expérimentation via une proposition de loi, nous soient accordés également les moyens nécessaires. Nous verrons si c'est le cas ou pas. Plus les moyens déployés sont importants, plus nous pouvons être confortables sur le revenu à envisager. Nous sommes restés, nous, sur ces montants-là, de manière à ce que nous puissions expérimenter dans quelque chose qui nous paraissait à peu près raisonnable financièrement. Si l'expérimentation est engagée dans quelques départements, ne serait-il pas normal que le département participe, puisqu'il prend une décision lui-même, financièrement, à ce surcoût? Et la deuxième question, est-ce qu'il n'aurait été pas plus efficace, je vois bien dans le département, de l'ouvrir à d'autres familles politiques que la seule famille du Parti socialiste? Parce que c'est vu un petit peu comme un argument électoral. Et la troisième question, je m'arrête. J'ai un débat, parce que je suis favorable dans les grandes orientations.
mais que dois-je répondre aux chefs d'entreprise qui m'engueulent en disant il y en a marre, moi je trouve personne. Je prends 2 exemples. J'ai 2 maraîchers à Vitré. Ils ont cherché. Finalement, le résultat, c'est qu'il y avait 5 Mongols pendant cet été et 28 Roumains et 2 Français. S'il n'y a pas de conditionnalité, dans quelle structure va-t-on? Parce qu'il y a des zones aussi, il y a du travail au noir qui se développe. Voilà des débats qui me sont posés. Alors sur la première question qui est celle du surcoût, moi je n'y vois pas d'inconvénient. Mais quand je vois l'augmentation régulière... Alors la Gironde, c'est 20 000 habitants de plus par an. Quoi qu'il en soit, ce sont des services et des équipements supplémentaires. J'ai 12 collèges à construire d'ici 2024, pour vous donner un exemple. Et d'autres collègues dans un certain nombre de départements ont les mêmes types de difficultés. Aujourd'hui, l'effet de ciseau est constant, c'est-à-dire que nous avons une augmentation des dépenses supérieure à l'augmentation des recettes. Moi, je veux bien contribuer à la prise en charge du surcoût, mais dans ces cas-là, laissons-nous, au niveau national, les moyens au moins de faire face à nos politiques publiques réglementaires et régaliennes, et ensuite, donnons-nous les moyens à ce moment-là de pouvoir financer le surcoût. Mais de toute façon, nous ne les avons pas aujourd'hui, et ça ne passera, parce que nous sommes quand même sur des mesures aussi de solidarité nationale, ça ne passera que par la prise en compte d'un fonds d'expérimentation. Sur le côté politique, ça n'est pas faute d'avoir essayé. J'ai présenté devant l'Assemblée des départements de France l'expérimentation en proposant à des départements hors obédience aux socialistes de contribuer et d'être acteurs de cette expérimentation. Pas un ne s'est saisi du sujet. Pas un ne s'est saisi du sujet. Et quel était votre 3e point ? Que répondre s'il n'y a pas de conditionnalité à ces maraîchers ou à d'autres? Alors moi j'ai les mêmes soucis sur un département viticole sur lesquels nos viticulteurs disent nous n'arrivons pas à trouver les saisonniers pour faire les vendanges. Bon. Alors, ce que je leur dis pour ce qui concerne les viticulteurs, je ne sais pas si c'est valable pour les maraîchers, mais je leur rappelle qu'il fut une époque au cours de laquelle les viticulteurs d'abord logeaient les saisonniers, ou en tout cas leur proposaient des solutions en matière de logement, et ensuite les payer peut-être un petit peu plus que ce qu'il est payé aujourd'hui. Parce que pour être incitatif aussi pour faire un travail saisonnier, moi je veux bien que ce soit uniquement le versement des allocations sociales qui démotive les gens pour aller travailler. Je ne suis pas du tout certain que ce soit le cas. Je pense aussi qu'à un certain moment, j'ai bien entendu aussi tout à l'heure la remarque qui a été faite, on ne va pas payer plus en termes de productivité quelqu'un que ce que la productivité qu'il rapporte à l'entreprise, je l'entends. Je ne suis pas certain toujours que le paiement du salaire soit à la hauteur du travail fourni. En tout cas, pour être incitatif sur un certain nombre de métiers, il me semblerait qu'il vaudrait mieux relever les salaires. C'est assez intéressant la question que vous posez, parce que j'étais en club d'entreprise il y a 2 jours dans mon canton et j'ai discuté avec des chefs d'entreprise qui me disaient nous pensons que c'est une mauvaise idée d'essayer de revaloriser les salaires par le bas, et qu'on ferait mieux de revaloriser des salaires plus moyens, parce que si ces salaires moyens étaient revalorisés, ils seraient plus incitatifs pour un certain nombre de jeunes qui sortent de cursus de formation et qui ne viennent pas occuper les emplois chez nous parce qu'ils trouvent qu'ils ne sont pas assez payés. Bon, débat intéressant comme sujet. Moi, je n'ai pas de réponse là-dessus. Je suis simplement chargé, en tant que président de département, de m'intéresser à la protection sociale de façon globale et à la solidarité nationale. Je pense aujourd'hui que nous devrions, même si le RSA a pu démontrer un certain nombre de vertus dans son application, il a aussi montré un certain nombre de limites. Je ne suis pas certain que le revenu de base soit la bonne réponse aux questions posées. Malgré tout, je pense que si nous n'expérimentons pas autre chose aujourd'hui, je pense que nous allons droit vers des problèmes qui vont en s'accentuant, avec des précarités que nous mesurons de plus en plus compliquées pour les familles que nous accompagnons, avec ce sentiment d'abandon, d'isolement, de déshérence qui est éprouvé essentiellement par les familles en précarité et en plus lorsqu'elles sont situées en secteurs ruraux. Donc je me dis, regardons ce sujet et essayons de voir comment nous pourrions différemment peut-être l'aborder. Mais je ne réponds pas à toutes vos questions. Bonjour. Pour les 2 intervenants, je voulais savoir comment vous avez abordé la question du non-recours et de l'automaticité, tant pour le RSA que pour le projet que vous évoquez. 2e point, si dans le projet que vous présentez, vous avez envisagé l'articulation avec l'assurance maladie, et je pense notamment au cas de la CMU, donc une éventuelle automaticité de l'attribution de la CMU. Et une question plus générale qui ne concernera pas la Gironde, la question des DOM qu'on a peu abordée
abordé, j'ai pas eu le réflexe tout à l'heure avec Monsieur Fragonard, mais c'est un sujet particulier et je voudrais savoir si on a des pistes sur ces problématiques particulières. Oui, moi j'ai une question parce que ma femme travaille à Pôle emploi et elle a vu beaucoup de RSAistes. Et la question qui se pose, c'est comment on fait éviter que les gens restent au RSA ou restent dans le revenu de base. Parce que les dispositifs d'insertion existent, les emplois et les petits emplois ils existent, mais les gens après restent dans cette condition d'allocataire du RSA et rares sont ceux qui deviennent des travailleurs normaux. Oui, bonjour. En complément de ce que disait Madame, où sont vos troupes pour expérimenter tout ça? C'est-à-dire que si on rebondit, si on fait le lien avec ce qui est dit depuis tout à l'heure sur les intuitions du RMI, qui ne sont pas encore, parce que ce qui reste à transformer, puisque Jean-Michel Bellorgey le disait, c'était une étape, le RMI. Donc il y a un certain nombre de choses qui ne fonctionnent pas. Et un des trucs qui ne fonctionne pas, c'est que le département n'a pas nécessairement autorité sur l'ensemble des travailleurs sociaux qui accompagnent les personnes que vous ciblez. Donc moi, avec qui vous allez travailler au niveau du département pour mettre en œuvre l'expérimentation? La deuxième chose, comment vous articulez avec l'expérimentation en cours sur zéro chômeur? Parce qu'il y a une expérimentation en cours. Donc, à l'échelle de votre territoire, est-ce que vous articulez avec les territoires zéro chômeur qui sont en cours de mise en place? Et est-ce que vous commencez à poser un certain nombre de questions à évaluer? Parce qu'ils sont tous différents dans leurs approches. Et ma troisième question, qui est partisane pour le coup, puisque je représente le CESE, vous avez cité le rapport CIRUG, donc je ne comprends pas bien d'ailleurs, parce que vous n'avez pas précisé en quoi votre expérimentation tient compte des préconisations du rapport CIRUG. Ça pour moi, c'est pas clair. Vous avez cité le rapport du Sénat et vous n'avez pas cité les travaux du CESE. Martine Vigneault a dû partir, je la relais, puisque nous avons beaucoup débattu, beaucoup auditionné, et sur tous les sujets que vous avez soulevés, c'est très compliqué. On a fait des préconisations et le débat reste entièrement ouvert. C'est l'intervention de monsieur. Je trouve que c'est très significatif, et notamment sa dernière phrase. C'est quoi un travailleur normal? Parce que je pense que pendant très longtemps, les politiques et les administrations, qui ne sont que le reflet des politiques, c'est comment les instructions qu'on leur donne, y compris la NPE et Pôle emploi, ont considéré la reprise du travail comme une reprise du travail des années 50. On retrouve un emploi à durée indéterminée et à temps plein. J'ai souvenir du temps où Bertrand m'envoyait dans des réunions d'intenses débats avec le cabinet de Martine Aubry sur l'intéressement, parce que pour eux, reprendre du travail, c'était ça. Et que donc l'intéressement, ben oui, les 3 mois, je sais pas quoi, à 100%, les 3 mois à 50%, ils ne comprenaient pas, ils n'avaient pas encore percuté que le marché du travail, c'était plus ça. Et que donc, ce qu'ils essayaient de mettre en place, j'ai remarqué, là, voilà, maintenant ça y est. Ceci dit, on a bien percuté que le travailleur normal n'est plus celui qui a un emploi à durée indéterminée à temps plein et si possible à au moins 120% du SMIC, que maintenant les gens sont dans la précarité, dans l'instabilité, avec des allers-retours entre l'aide sociale et le travail. Mais je pense qu'on n'a pas encore tout à fait trouvé comment on gère ça pour que la vie soit possible pour les gens et comment on les aide à avoir une forme d'insertion. C'est pour ça que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, même si je n'ai pas tout compris. Peut-être qu'il y aura des choses là-dedans où je comprendrai mieux. Votre problématique, effectivement, il faut changer les politiques de l'emploi quand le marché du travail change. J'avais une question à vous poser, parce que votre intervention m'y a fait penser. Bon, je pense que vous le savez, vous avez pris l'exemple des viticulteurs dans votre département qui avaient un problème pour trouver de la main-d'œuvre.
Il se trouve que votre collègue, c'était assez médiatisé, donc j'imagine que vous êtes au courant, a décidé de mobiliser les allocataires du RSA. Et les allocataires du RSA qui acceptaient de travailler pour faire les vendanges pouvaient cumuler intégralement le salaire et le RSA. Donc c'est quelque chose qui pourrait être reproduit dans d'autres départements quand il y a un manque criant de main-d'œuvre. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, je vous avais posé une question à la commission Affaires sociales Solidarité de l'ADF qui de la participation quant à votre idée, enfin l'idée maintenant des 18 départements par rapport à cette question de la création d'un revenu unique d'activité, si je ne me trompe pas, c'est ça. Alors, comment ils vont être associés, dans quel cadre, est-ce que vous avez réfléchi là-dessus? Et troisième question, comment le vote de cette loi, ça va être une loi qui va être présentée par les élus socialistes ou ça a été travaillé avec différents groupes politiques, même si j'ai bien entendu la question de M. Magnori, que bon, vous avez essayé d'évoquer cette question avec d'autres collègues de d'autres tendances que la vôtre, mais est-ce que cette idée va être reprise par d'autres acteurs? Voilà, merci. Commencer sur quelques sujets, à la fois dans la question de la salle et puis pour réagir à ce qu'a dit Jean-Luc Blaise. Premièrement, sur les jeunes, qui est le sujet qui traîne depuis 30 ans. Donc il y a 10 ans, on a essayé de prendre le sujet entre l'alternative ne pas s'occuper des jeunes ou prendre le risque de passer directement du lycée à la caisse d'allocation familiale. On a regardé dans les différents pays où est-ce qu'ils avaient réussi à diminuer le chômage des jeunes. Et on est tombé sur le Danemark, ça arrive souvent. Là, on est tombé sur le Danemark et on a vu qu'ils avaient un chômage des jeunes pendant longtemps qui était supérieur au chômage de la population moyenne. Et puis, en 2 ans, ils ont fait chuter le chômage des jeunes en dessous. Donc on a regardé ce qu'ils avaient fait. Ils avaient fait quelque chose qui ressemble à la garantie jeune qui existe aujourd'hui, qui est en gros une garantie de revenus, mais avec des obligations sur la formation et sur l'emploi qui sont beaucoup plus fortes et adaptées à cette période transitionnelle, et donc qui est en train de se développer, et je pense que c'est un élément de réponse. Deuxième chose, sur la conditionnalité. Alors on peut être pour, on pourrait être contre, moi je suis pour les conditionnalités, mais je comprends tout à fait, je trouve que c'est un sujet pas facile, mais on peut résoudre le problème de l'aide au logement. Je suis à fond pour la fusion, le revenu universel incluant l'aide au logement, parce que les modes de calcul font qu'aujourd'hui l'aide au logement peut baisser à un moment ou l'autre, et donc les gens sont perdus. Donc je suis pour la simplification et l'unification. On peut contourner le problème en faisant des conditionnalités qui sont très très partielles, hein, c'est-à-dire que, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs sur le RMI, on ne suspend pas le RMI, éventuellement on suspend 5% ou 10% ou 15%, donc on peut avoir, il y a bien évidemment derrière la conditionnalité, normalement il y a une quantité insaisissable qui doit englober la partie pour se loger, quoi. Donc quand on parle de conditionnalité, c'est pas de passer de 748 € à 0, un point c'est tout, sauf situation qui va devant les tribunaux et devant Jean-Michel Bérard. Troisième chose, sur le non-recours. Le non-recours a été voulu et organisé. Il faut savoir ça, le non-recours a été voulu et organisé, en partie. On crée le RSA en 2008, juste avant la crise, à l'époque où la hantise, c'est la horde qui va arriver au guichet. Et donc la commande, c'est de mettre des verrous pour éviter que ça déborde. Ensuite, la crise arrive et il y a un problème de chômage, etc. Et là, personne n'enlève les verrous pendant longtemps. Mais les verrous, les fabricants savaient exactement où ils avaient été mis. Le truc mensuel qu'il fallait remplir, l'aide obligataire, le truc de ça, il y avait 8 verrous. Moi, j'ai fait 36 fois les listes des 8 verrous en disant si vous voulez déverrouiller, si vous plaignez du non-recours, voilà où sont les verrous, voilà la clé, enlevez-les. Et personne n'a envie parce que le non-recours, c'est des économies budgétaires et donc ça arrange tout le monde qu'on fait ce que je disais sur la prime pour l'emploi. Ensuite, on a fait une erreur dans les erreurs fondamentales. Moi, je me suis planté sur un sujet, sur plusieurs, mais quand on a créé le RSA, il y avait la stigmatisation des allocataires du RMI, considérés comme incapables de travailler, alors que la plupart d'entre eux étaient non seulement capables, mais désireux de travailler. Et donc, le raisonnement que j'ai fait, c'est-à-dire en les englobant dans une catégorie plus large,
qui s'appellent les allocataires du RSA. Très compliqué puisqu'on ne peut même pas dire RSAiste parce que ça écorche la bouche, donc il n'y avait même pas de... On oubliait le statut, on ne pouvait pas les donner une abréviation. On allait passer de quelque chose qui est un statut de type qui est incapable de bosser et auquel on est obligé de filer du fric, confère ce que je disais sur l'assistanat tout à l'heure, la manière dont il est dénoncé de manière assez paradoxale, à, de la même façon qu'on ne dit pas des aides aux logementistes, qu'on ne dit pas des impôts sur le revenutiste, etc. Ce que je n'ai pas vu venir, c'est effectivement, et Pierre l'avait vu venir avant moi, puisqu'il me disait toujours « mes salariés des abattoirs de Vitré ne veulent pas avoir la même allocation que les gens qui viennent », c'est l'effet répulsif, qui est malheureux, que je regrette, mais on prend l'homme tel qu'il est, sinon on ne fait pas de politique publique, l'effet répulsif parmi des salariés, de se dire qu'ils allaient émerger à quelque chose qui est le même nom que ce à quoi émergeait le type qu'ils méprisaient parce qu'il ne travaillait pas. C'est malheureux à dire, c'est une réalité. Vous savez très bien comment on gouverne, les pauvres sont les meilleurs ennemis du pauvre, il suffit de les diviser et on arrive à gouverner. Ce sujet-là a du coup introduit aussi une sorte de non-recours psychologique ou etc. Qu'on ne trouvait pas ailleurs et qu'un élément extrêmement fort. Et je voudrais juste terminer par une petite pirouette politique. A été évoqué le vote à l'unanimité de la loi sur le RMI du 1er décembre 88. On a fait exprès que la loi du RSA soit du 1er décembre 2008 avec le plein accord de Michel Rocard. Et au moment où elle passait devant le Parlement, j'ai eu un coup de fil d'un garçon qui s'appelle Olivier Faure, qui m'a dit « Il y a 2 garçons qui veulent te voir, François Hollande et Jean-Marc Ayrault. » Donc je vais les voir, j'étais dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy, je vais les voir et ils me disent « Ben voilà, le RSA était dans le programme de Ségolène Royal avant de l'être de celui de Nicolas Sarkozy. 2, on a fait le RMI en 88 et la droite a voté pour, donc on veut voter pour. » Je dis « Super. » Ils me disent, mais quand même, c'est... Voilà, est-ce que tu peux nous prendre 2 amendements? Je dis oui, lesquels? Ils me disent, ceux que tu veux. Voilà, donc j'ai accepté 2 amendements et ils allaient voter pour. Et comme mon syndrome de bon élève, je suis allé voir Nicolas Sarkozy et je lui ai dit, super, on va avoir une loi votée à l'unanimité. Et là, Nicolas Sarkozy m'a dit, mais t'as rien compris. Je souhaite cliver. Donc qu'est-ce qu'ils t'ont demandé? Alors j'ai sorti mes 2 petits amendements, il dit, je t'interdis de les prendre. Et ce qui a conduit le Parti socialiste à s'abstenir avec une formule qui était abstention positive. Voilà. Alors, je vais essayer de répondre aux quelques questions. Le sujet de l'automaticité. Comment est-ce qu'il peut être envisagé? En fait, il est rendu possible et surtout facilité, enfin, j'allais dire plutôt l'inverse, il est facilité mais en fait rendu possible grâce à la retenue à la source. C'est-à-dire que la retenue à la source aujourd'hui nous permet d'envisager une automaticité dans le versement qui est liée à un examen permanent, constant de la situation des personnes pour engager effectivement le versement. Donc c'est aujourd'hui possible et il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se faire s'il y avait du moins accord dans ce cadre-là. Vous évoquiez les autres, le reste de la protection sociale, vous avez parlé de la CMU. Je vous avoue très franchement que nous sommes d'abord partis sur la question RSA, donc revenu à proprement parler, et que notre premier souci d'abord n'est pas autant d'élargir le regard que de savoir ce qui va se passer, notamment en lien avec la caisse d'allocation familiale. Parce qu'il ne vous a pas échappé que nous sommes payeurs département du RSA, mais qu'il est mécaniquement versé par la caisse d'allocation familiale. Qu'évidemment, les démarches embrayées par les départements ont provoqué aussi des réactions de la part des caisses d'allocation familiale. Je suis donc venu rencontrer ici le directeur de la Caisse nationale d'allocation familiale. J'ai eu l'occasion à la commission d'action sociale qui était évoquée tout à l'heure d'être également avec la présidente de la CNAF. Donc pour l'instant, nous travaillons le sujet aussi avec ce partenaire-là qui est la CNAF pour voir de quelle manière nous pourrions envisager effectivement une application pure et dure du versement. Mais il est évident que approcher la question du revenu de base pose d'abord le sujet de la fiscalité que vous avez tout à l'heure évoqué, parce que c'est à mon avis un vrai sujet aussi sur la question des recettes qu'il peut y avoir en face pour ceux qui vont payer. Et c'est évidemment la question plus globale de la protection sociale qui est posée et qu'il faudra de toute façon traiter. Je ne prends l'angle que sous le... Enfin, je ne prends le sujet que sous l'angle qui m'est légitime, qui est celui du RSA aujourd'hui. Alors évidemment, on peut parler de personnes âgées, personnes handicapées, etc. Mais là, nous l'avons traité, nous, sous l'angle du RSA. Mais effectivement, la question protection sociale plus globale devra être traitée. Sur le sujet des troupes et des travailleurs sociaux.
Alors, très clairement, aujourd'hui, ce que nous disent... Nous avons constitué un groupe de travailleurs sociaux qui ont exprimé leur avis sur l'expérimentation du revenu de base. Ce qu'ils ont restitué, c'est que pour eux, une approche du type revenu de base les amène, notamment au regard de l'inconditionnalité et de l'automaticité, les amène plutôt à prendre le sujet sous l'angle de l'accompagnement social positif, en enlevant tout le côté contrôle qui aujourd'hui plombe une partie du temps de travail des travailleurs sociaux. Donc ils sont plutôt demandeurs en disant mais pour nous, c'est nous laisser le temps de cet accompagnement social positif au détriment de ce contrôle qui pour nous nous amène finalement à autre chose que ce que nous avions envisagé en tant que travailleurs sociaux lorsque nous avons embrassé ce métier. Donc je pense que nous serions en capacité, en tout cas eux étaient très demandeurs d'une expérimentation parce que pour eux, elle est de nature à valoriser leur accompagnement social et ce qu'ils aiment faire dans l'accompagnement social des personnes. Alors pour vous, monsieur, qui parliez de rester dans le RSA, alors d'abord, n'oublions jamais que ceux qui arrivent dans le giron du RSA ont précédemment été à Pôle emploi. Ils sont donc sur un temps déjà relativement dépassé. Vous savez, la reprise d'emploi, elle s'organise dans les premiers jours, dans les premières semaines ou dans les premiers mois. Elle est plus facile dans ces temps-là. Ça ne veut pas dire qu'elle est impossible quand on est arrivé dans le giron du RSA, et je vais revenir sur la logique d'employabilité qu'évoquait Martin Hirsch. Mais n'oublions jamais que ceux qui arrivent dans le giron du RSA ont déjà vécu la période Pôle emploi et que pour des raisons qui sont liées à plein de paramètres, ils n'ont pas pu trouver un emploi dans ce temps-là. Ça, c'est la première remarque que je voulais faire. Par contre, et je rejoins pleinement Martin Hirsch là-dessus, nous estimons que tout le monde est employable. Et je vais vous faire une démonstration par l'exemple. Nous avons mis en place, il y a 7 ans, en Gironde, nous avons mis en place une action qui s'appelle D2C, Développement, Carrière et Compétences. C'est une action qui est portée par une association qui s'appelle Transfert, qui développe une méthode qui s'appelle la méthode IOD, qui consiste à faire 2 choses. L'association envoie des personnes dans le tissu d'entreprise d'un territoire. Nous l'avons expérimenté d'abord sur les Hauts-de-Garonne, rive droite de Bordeaux, et nous l'avons ensuite généralisé, je vais y revenir. Donc, l'association va voir les chefs d'entreprise et leur dit quels sont vos besoins en matière de ressources humaines. Il y a plusieurs réponses. Première réponse, je n'ai pas de besoin particulier. Le travail fait par l'association amène parfois les chefs d'entreprise à considérer que finalement, s'il crée un emploi de telle nature, il pourrait avoir un effet de seuil dans son activité économique et donc garantir à la fois une meilleure productivité, une meilleure rentabilité, tout ce qu'on voudra, tous les discours qu'on n'aime pas toujours entendre, malgré tout, qui permettent de créer un emploi de plus. Il y a ceux qui disent « je sais de quoi j'ai besoin en matière de ressources humaines supplémentaires » et le travail avec l'association amène à calibrer différemment le besoin en matière d'emploi. Et puis il y a ceux qui savent déjà très bien ce dont ils ont besoin et qui ont défini la fiche de poste. À partir de là, l'association revient vers le département, sans dire au chef d'entreprise exactement comment elle va le faire. Elle revient vers le département et dans le vivier des bénéficiaires du RSA, vient chercher la compétence ad hoc. Et amène la compétence dans l'entreprise, sans CV, par mise en situation sur le poste de travail. Je peux vous garantir que le taux de réussite de cette action-là est largement supérieur à celui de Pôle emploi, et pour cause, et ce n'est pas un défaut de Pôle emploi, c'est que Pôle emploi est sur un traitement qui est beaucoup plus de masse, alors que là, on est sur du traitement quasi individualisé. Donc, nous nous sommes engagés dans cette démarche-là, Hauts-de-Garonne, puis Créonais, puis Sud-Gironde, puis Médoc, et j'ai donc passé commande pour 2019 de généraliser sur tout le territoire départemental, parce que nous pensons que cette démarche-là a du sens et qu'elle permet précisément de démontrer que des personnes qui sont bénéficiaires du RSA sont tout à fait employables à partir du moment où l'accompagnement social ad hoc est appliqué. Donc, je ne peux pas entendre qu'un bénéficiaire du RSA soit inemployable. Je pense qu'ils le sont et qu'il faut simplement les accompagner correctement. Enfin, en tout cas, accentuer les modalités d'accompagnement ou chercher de nouveaux modes d'accompagnement social. Sur la question des territoires zéro chômeur,
Alors, il n'y a pas d'incompatibilité. D'abord, en Gironde, pour l'instant, nous ne sommes pas... je pense qu'il va y avoir un territoire qui est le Castillonnais, Castillon-la-Bataille, qui devrait être retenu. Mais en tout cas, il n'y a pas d'incompatibilité, d'autant que l'expérimentation pour nous, sur les 18 départements, portera sur 60 000 personnes. Donc, ces 60 000 personnes devront être réparties dans les départements, suivant des critères qui restent encore à préciser, mais dont il nous est dit de plus en plus par les scientifiques, qui seront sans doute territoriaux. C'est-à-dire que ce sera une commune, une communauté de communes, etc. On va sans doute territorialiser l'expérimentation. Donc il n'y a pas d'incompatibilité avec une expérimentation territoire zéro chômeur qui aurait lieu par ailleurs. Concernant le rapport Sirugue-Percheron, je m'en excuse auprès du CESE, ça n'était pas du tout volontaire et j'aurais dû sans doute les citer en premier vu que j'étais ici. En revanche, comme j'ai essayé de tenir mon quart d'heure et que j'ai balayé très rapidement le sujet, je m'en excuse, mais je n'ai pas ignoré le travail accompli par le CESE dans ce cadre-là. C'est toute l'histoire du CESE. Je suis désolé d'en être l'exemple à ce moment-là au niveau de ma prise de parole, mais je n'étais pas du tout volontaire et je ne l'ignore pas du tout. Il y a même d'autres exemples que j'aurais pu citer dans ce cadre-là. Je suis désolé, je prends encore quelques minutes, mais comme j'ai eu des questions, j'essaie d'y répondre. Sur le cumul RSA et emploi, je ne sais plus qu'est-ce qu'on m'a demandé. J'avais simplement dit que votre collègue du Haut-Rhin, du Bas-Rhin l'avait fait, et que bon, ça aurait pu être, parce que vous aviez fait part de vos difficultés à trouver de la main-d'œuvre par rapport à la demande des vignerons, et Est-ce que qu'on ça ne aurait pourrait pas généraliser ouais, et que ça peut être effectivement reproduit dans d'autres départements quand il y a un besoin de main-d'œuvre qui est clair, de main-d'œuvre. Non, j'ai compris. Je retrouve la question. Alors en fait, ce que j'ai dit à mon collègue du Bas-Rhin, c'est qu'il avait quelque part expérimenté le revenu de base avant que nous le fassions. Puisque pour nous, le revenu de base dans l'expérimentation que nous envisageons n'est pas incompatible avec un revenu du travail et pourrait être précisément peut-être du complément à certains moments. Donc voilà, il avait sa logique qui n'était pas tout à fait dans l'éthique la même logique que celle que nous pouvons porter. Il était vraiment, lui, dans la logique d'une contrepartie. C'est-à-dire pour lui, c'était une manière de verser le RSA en garantissant la contrepartie d'occupation d'un emploi. Donc il était vraiment dans cette logique-là. Ce n'était pas tout à fait la même éthique et le même angle que celui que nous portons nous. Mais bon, malgré tout, c'est peut-être quelque chose qu'il faudra travailler. Et sur les autres groupes politiques que vous évoquiez tout à l'heure, en fait, Patrick Kanner et Valérie Rabault, normalement, prenaient contact avec d'autres groupes politiques pour voir si la démarche de la proposition de loi pouvait être beaucoup plus ouverte qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais encore une fois, enfin en tout cas à mon niveau, mais je pense que c'était valable pour les collègues aussi, nous n'étions pas sur la volonté de fermer à des socialistes qui présentent une proposition d'expérimentation de revenu de base. L'idée, c'était au contraire de l'ouvrir. J'aurais trouvé beaucoup plus confortable aujourd'hui que d'autres groupes politiques ou d'autres départements d'obédience différentes soient partie prenante de l'expérimentation. C'était beaucoup plus confortable pour nous, y compris pour la porter auprès du gouvernement. Et excusez-moi, sur la question de la participation, parce que je vous ai posé la question, vous ne m'avez pas répondu. Sur est-ce que vous allez, comme vous avez monté un groupe de travailleurs sociaux pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensaient de cette mesure, est-ce que vous allez monter un groupe d'allocataires, de bénéficiaires de minima sociaux pour leur demander ce qu'ils en pensent, puisqu'ils vont être quand même les principaux intéressés? Alors c'est déjà fait, puisque ce groupe citoyen d'une centaine de personnes, pour l'instant, sur la Gironde, existe. Il peut avoir vocation à être grossi sur les autres départements en fonction de l'expérimentation, mais il est clair que pour nous, il y aura aussi, enfin nous avons eu besoin de les entendre avant, nous avons besoin de les entendre pendant, et nous aurons besoin de les entendre après. Pour moi, la démarche participative, je l'évoquais tout à l'heure, c'est un des éléments, enfin des fondamentaux de la démarche que nous portons, très clairement. Donc le groupe citoyen a vocation à perdurer, voire à s'agrandir, et à durer surtout dans le temps. Et dans ce groupe citoyen, il y a tout type de citoyens, j'imagine. Il n'y a pas que des allocataires de minima sociaux. Non, absolument. Voilà. D'accord. Et dans le cadre de l'évaluation, est-ce que vous allez associer les allocataires de minima sociaux à l'évaluation, comme l'a dit, j'ai oublié son nom, vous pouvez peut-être discuter après. Ouais. Merci. Ce que je vous propose, c'est que sur ces éléments plus précis, d'abord, vous restiez au fait de l'avancée de notre expérimentation, parce que des choses aussi vont se clarifier et toute la mécanique va se préciser au fur et à mesure de l'avancée. Nous avons déjà quelques éléments, mais nous pourrons en discuter si vous voulez. Mon collaborateur de cabinet est à votre disposition aussi là-dessus. Merci à tous les deux.